Bonsoir, bienvenue au Palace, bienvenue au cinéma. On est heureux de vous voir ce soir pour ce premier épisode de notre Ciné-Club Club 35 de l'année. Tout d'abord, on vous souhaite, au nom du Palace et au nom du Club 35, une très bonne année, pleine de paix, d'apaisement, de bienveillance, tout ce qui fait... non. Pas pour le moment en tout cas. Ce soir, on vous présente Rancho Notorious, film de Fritz Lang de 1951. Alors, cette fois-ci, pour ce numéro, notre ami Fabrice Duels n'est pas là parce qu'il sort un film la semaine prochaine, ou dans 2 semaines plutôt, et il fait beaucoup d'avant-premières, mais nous avons son compère, Jean-Pierre Versker, historien des techniques du cinéma, qui est très content parce que comme ça, il a plus de temps pour parler. Jean-Pierre, Fritz Lang, une des grandes légendes du cinéma, peut-être moins connu aujourd'hui que par le passé. Un réalisateur qui va vivre avec, je dirais, le XXe siècle, presque dans son entièreté. Il a 3 grandes périodes dans sa vie. D'abord une période allemande, puis après, il émigre aux États-Unis. Il reviendra en Allemagne pour la fin de sa carrière. Mais là, c'est un film américain qu'on va voir, un western. Et puisque Fabrice n'est pas là, est-ce qu'on va peut-être se concentrer sur les aspects plutôt techniques de ce film? Que peut-on en dire? Merci Eric. Alors merci à vous et à mon tour de vous souhaiter une bonne année. Et surtout, je vous remercie pour votre présence au Club 35. Alors, comme vous le savez, Club 35 signifie présentation de quelques grandes œuvres classiques du cinéma dans leur forme originelle. Et justement, Fabrice n'est pas là, je suis embarrassé évidemment parce que je suis un technicien et il m'est très difficile de parler du fond des œuvres. Donc, je ne le ferai pas. Sinon, ce serait mauvais. Mais quelle est la particularité de cette projection aujourd'hui? Alors, en fait, Fritz Lang, comme tu viens de le dire, Eric, quitte l'Allemagne. Il fuit la montée du nazisme et il se retrouve à Paris où il va réaliser l'Hélium, mais le climat à Paris devenait quand même critique aussi, et il part aux États-Unis. Et il tourne tous ses films, comme vous le savez probablement, en noir et blanc. Donc la majorité de son œuvre est tournée en noir et blanc pour des raisons d'esthétique et pour des raisons de valorisation d'un fond. Mais lorsqu'il est aux États-Unis, en 1939, Daryl Zanuck, directeur de la Fox, lui propose de tourner 2 westerns. Alors d'abord, c'est un genre qu'il ne connaît pas, qu'il connaît mais qu'il ne maîtrise pas, et c'est un risque pour Fritz Lang de s'aventurer dans un genre qu'il ne connaît pas. Et l'autre difficulté, c'est que la Fox, qui est en contrat avec Technicolor, lui impose la couleur. Premier film en couleur. Alors, ça semble simple aujourd'hui de se dire on va tourner en couleur, mais ce n'est pas simple du tout à l'époque où l'univers du cinéma était exclusivement en noir et blanc. Quand je dis exclusivement, ce n'est pas tout à fait vrai. Mais Technicolor avait le monopole, ou plutôt le Technicolor monopolisait la situation. Il y avait d'autres procédés de couleur, mais qui étaient exceptionnellement utilisés. Et donc, Technicolor avait une situation quasi de monopole. Et surtout, à la 20th Century Fox, ils avaient un contrat avec Technicolor. Et Fritz Lang tourne donc 2 westerns pour la Fox. Et Fritz Lang, qui avait quand même l'habitude d'avoir une certaine liberté dans la réalisation de ses films, se trouve à Hollywood et contraint de devoir se soumettre aux exigences du cinéma hollywoodien. Contrôle extrêmement sévère du scénario, contrôle du montage, contrôle de la post-production, contrôle du son, contrôle de la musique. Il n'était plus du tout libre de faire ce qu'il avait l'habitude de faire. Eh bien, Fritz Lang s'en est quand même bien sorti. Et la particularité de la projection ce soir, c'est le Technicolor. Alors, il va tourner son premier film en Technicolor,
Mais Technicolor, pour nous, dans notre mémoire collective, cela signifie de très belles couleurs, un beau ciel bleu, etc. En fait, les contraintes sont énormes. Alors, première contrainte, le procédé Technicolor, qui était quasi le seul procédé de couleur à l'époque, j'insiste, tout le cinéma mondial était en noir et blanc, sauf 50 productions par an. C'est quand même pas grand-chose par rapport à la production mondiale. Et le procédé Technicolor, qui à l'époque utilisait des caméras trichrome, ok, trichrome forcément, il faut capter les 3 couleurs fondamentales, mais c'était des caméras qui utilisaient 3 pellicules à la prise de vue. Vous imaginez une caméra avec 3 films qui se déroulent dans un appareillage, ça fait beaucoup de bruit. Ça veut dire qu'il faut insonoriser les caméras. On appelle ça on blimpe la caméra. On utilise un boîtier pour insonoriser un mécanisme qui fait énormément de bruit. Et l'ensemble pèse jusqu'à 200 kilos. Vous imaginez la complexité de tourner avec une caméra qui pèse 200 kilos? On ne se rend absolument pas compte de ce que c'est aujourd'hui, mais c'est très compliqué. C'est surtout une contrainte par rapport à la gestion de l'espace scénique, par rapport au travail d'écriture, auquel Fritz Lang n'est bien évidemment pas habitué. Alors, l'autre contrainte, elle est de taille aussi, c'est qu'il n'y a pas toutes les focales disponibles. C'est une caméra très complexe. J'aimerais d'ailleurs un jour donner un masterclass sur les procédés de couleur, parce qu'on ne se rend pas compte aujourd'hui de la complexité de ces premiers systèmes de couleurs. La caméra Technicolor ne permet donc pas l'utilisation de toutes les focales possibles. Non, mais vous imaginez Fritz Lang qui tout d'un coup se voit imposer la couleur qu'il ne connaît pas, une caméra difficile à manipuler, une série de focales très compliquées. Et l'autre difficulté concerne l'esthétique. C'est qu'il n'a pas le choix des couleurs. Mais vous vous rendez compte? Qui avait le choix des couleurs? C'était imposé par Technicolor. Et là, c'est pour ça que vous pouvez voir au générique Technicolor Color Consultant. Et qui était la personne conseillée pour les couleurs pour les premiers films de Fritz Lang en couleur? C'est Nathalie Kalmus, qui est l'épouse de l'inventeur du procédé de couleur. Elle a une exécrable réputation. D'ailleurs, ils ne s'entendaient plus. Ils vivaient ensemble, mais ils étaient mariés, mais ils ne s'entendaient plus. Et donc, elle était extrêmement difficile, et c'est elle qui choisissait le choix des couleurs, la couleur des décors, la couleur des costumes, la couleur des chemises, la couleur des robes, la couleur des chapeaux. Non, mais vous imaginez Fritz Lang qui, du jour au lendemain, se voit imposer de telles contraintes. Eh bien, la projection de ce soir a une dimension archéologique. J'espère que je ne vous embête pas trop. J'en ai plus pour très longtemps. Tu ne m'embêtes pas. Vas-y, vas-y. Bon. Et d'ailleurs, j'ai un gros problème au pied, donc je ne sais pas rester debout longtemps, ce qui va faciliter la durée de cette présentation. Et donc, et voilà. Donc, la dimension archéologique de cette projection de ce soir, c'est que vous allez découvrir un film réalisé par Fritz Lang en 1952, dans une période extrêmement difficile, parce que le film est distribué par la RKO, mais on vient d'en discuter à table, et c'est un sujet un peu compliqué. La RKO se trouve dans une période extrêmement difficile, c'est Howard Hughes qui dirige cette Majors, mais vu la difficulté de la loi Sherman, de la loi antitrust, le directeur de la RKO préférait à cette époque-là distribuer des films produits par d'autres compagnies. Et ici, c'est Fidelity Pictures qui va produire le film. C'est un avantage pour Fritz Lang. Il sera moins contraint de suivre les impératifs de la post-production, mais je n'ai pas beaucoup d'informations par rapport à cela. Quoi qu'il en soit, le film est produit par une toute petite compagnie américaine, laissant vraisemblablement plus de liberté à Fritz Lang, mais je n'en suis pas sûr, j'insiste, et le film est distribué par la RKO.
Ce que je voudrais rapidement vous dire aussi, c'est que la difficulté, là je reviens à la difficulté d'utilisation de ces caméras de 200 kg, c'est qu'on ne peut pas utiliser ces caméras n'importe où. Et donc ils vont recourir à des décors qui vont vous faire rire, des décors en carton-pâte. Et j'aime autant vous dire que la raison, c'est qu'on ne sait pas manipuler ces caméras lourdes qui font énormément de bruit, qu'il faut insonoriser, on ne sait pas les manipuler comme on veut. Eh bien, toutes ces dimensions archéologiques, vous allez les ressentir dans la projection de ce soir. Vous allez voir une copie qui date de 1952, c'est mon âge d'ailleurs. La copie commence à être usée, moi aussi. et donc, la copie n'est pas neuve, mais c'est la plus belle copie qui restait en dépôt à la RKO à Bruxelles. J'ai été ami avec le directeur de la RKO, c'est André Weiss, que je remercie à titre posthume. C'est lui qui m'a dit, écoute Jean-Pierre, tu es le seul, et ce n'est pas la première fois qu'on me dit ça, à la Paramount, on m'a dit ça aussi, on me dit, mais tu es le seul qui nous parle du Technicolor, du son RCA, etc. Il nous reste une copie en réserve, que l'on réservait d'ailleurs pour des projections exceptionnelles, et on te la donne. Voilà, donc la copie que vous allez voir est un cadeau de la RKO, que j'ai d'ailleurs prêté au Festival du film retrouvé à Bologne. Et donc c'est une copie qui est quand même très très rare. Et j'aime autant vous dire que quand je revois ce film à la télévision, en numérique, ça n'a plus rien à voir avec la dimension archéologique que je pouvais ressentir avec les copies de 1952. Alors moi je suis évidemment très heureux de l'initiative du Palace, d'avoir choisi dans une série de films ce titre, et surtout que grâce au Palace, et j'ai fini, hein, surtout que grâce au Palace, vous êtes en mesure de redécouvrir l'œuvre comme Fritz Lang l'a découvert à New York en 1952 au RKO Palace. Eh bien, c'est donc une projection exceptionnelle. Et ce qui se passe au Club 35, pour ma part, je ne suis pas payé pour vous dire ça, c'est quelque chose de tout à fait unique. Merci pour votre présence. Merci Jean-Pierre. Avant de lancer le film, juste vous annoncer les prochaines séances. Donc on aura Rebecca de Alfred Hitchcock le 20 février. Ça, ce sera par contre une copie numérique. Dirty Harry de Don Siegel et Clint Eastwood le 13 mars. Puis Ben-Hur en avril. The Pledge de Sean Penn en mai. Puis on terminera la saison avec The Wild Bunch en juin. Et puis on recommencera après. Et on vous montrera encore d'autres films classiques durant l'année. Voilà, Jean-Pierre. Merci Eric. On va voir Merci le film. au Palace. Merci à vous en tout cas d'être fidèles et bon film. C'est une vraie copie en Technicolor, hein, donc les couleurs que vous verrez sur l'écran, ce ne sont pas des couleurs qui sont projetées à l'aide d'une pellicule photographique, c'est de l'encre. C'est une impression offset. Voilà, donc c'est un procédé tout à fait exceptionnel. Croyez-moi, c'est une projection archéologique rarissime.